Bonjour, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous touche de très près, même si on n'y pense pas tous les jours, l'eau de nos rivières et de nos lacs. On la voit, elle nous sommes familières, presque acquises. Mais que se passe-t-il vraiment, juste sous la surface? On va explorer ensemble la pollution des eaux de surface, un enjeu souvent invisible, mais qui est absolument vital pour notre environnement et bien sûr pour notre santé. Alors cette question, elle est simple en apparence, n'est-ce pas? On pense connaître nos rivières, nos lacs, on voit les reflets du ciel, on imagine les poissons, mais au-delà de cette image, que contiennent-ils vraiment? Il y a les déchets qu'on peut voir, oui, mais il y a surtout une sorte de soupe chimique et biologique beaucoup plus insidieuse. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Mais juste avant de plonger dans le vif du sujet, mettons-nous d'accord. Il faut qu'on soit sûr de parler de la même chose. Qu'est-ce qu'on entend au juste par eau de surface? En fait, c'est assez simple. Les eaux de surface, c'est toute l'eau que l'on voit, à l'œil nu. Les fleuves, les lacs, les ruisseaux qui serpentent dans les campagnes, et même les zones humides comme les marais. C'est tout ce réseau vital qui est directement exposé à nos activités et qui, du coup, subit la pollution de plein fouet. Ok, maintenant que le décor est planté, on arrive à la question cruciale. D'où vient exactement cette pollution qui menace nos eaux? Forcément, cette pollution, elle a une origine. Elle ne sort pas de nulle part. Elle provient de sources bien concrètes. Et on va voir qu'il y en a qui sont très évidentes, comme un tuyau d'usine, et puis d'autres qui sont beaucoup plus diffuses et difficiles à cerner. Il faut voir ça comme deux grandes familles de pollution. D'un côté, on a ce qu'on appelle les sources ponctuelles. C'est facile à imaginer, c'est le tuyau de rejet d'une usine, par exemple. C'est visible, c'est identifiable, on peut pointer le coupable du doigt. Mais de l'autre côté, et c'est là que ça devient bien plus problématique, il y a les sources diffuses. Là, on parle par exemple des pesticides et des engrais agricoles qui sont emportés par la pluie depuis les champs jusque dans les rivières. C'est une pollution presque invisible et bien plus compliquée à maîtriser. Et ces sources, qu'elles soient ponctuelles ou diffuses, elles déversent un véritable cocktail de polluants. On y trouve des produits chimiques toxiques, comme les pesticides ou les métaux lourds. On a aussi des polluants biologiques, comme des bactéries ou des virus. Il y a bien sûr les polluants physiques, le plastique en tête de liste évidemment. Et enfin, il ne faut surtout pas oublier les nutriments, comme les nitrates ou les phosphates. Ils ont l'air inoffensifs comme ça, mais ils peuvent littéralement étouffer nos rivières. Bon, identifier les polluants et leurs sources, c'est une chose. Mais pour vraiment saisir l'ampleur du problème, il faut regarder l'impact de tout ça sur le monde du vivant. D'abord, à quoi ressemble un écosystème aquatique qui va bien? Eh bien, c'est plein de vie. C'est un balai incessant de poissons, d'insectes, de plantes, d'oiseaux. C'est un équilibre, parfois fragile, où chaque espèce a son rôle à jouer. Maintenant, que se passe-t-il quand on déverse en masse ces fameux polluants nutritifs? Les nitrates, par exemple. Eh bien, ils agissent comme un engrais surpuissant pour les algues. Et là, c'est l'explosion. C'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. Les algues prolifèrent, elles bloquent la lumière du soleil, et puis, quand elles meurent, leur décomposition consomme tout l'oxygène de l'eau. Le résultat, c'est une zone morte, un endroit où la vie aquatique s'éteint, tout simplement. L'impact, il est donc multiple. On le voit bien sur ces chiffres. La perte de biodiversité est massive. Ça représente quasiment la moitié des conséquences. Mais notre santé est aussi directement menacée à hauteur de 35%. Et oui, parce que cette eau, parfois, on finit par la boire. Et puis, l'économie n'est pas épargnée non plus, avec 20% d'impact, que ce soit les coûts pour traiter l'eau ou la perte d'activités comme la pêche ou le tourisme. Le constat est assez alarmant, c'est vrai. Mais est-ce que la partie est perdue pour autant? Non, heureusement. Des solutions existent pour surveiller la situation et surtout pour agir et tenter d'inverser la tendance. La gestion de la qualité de l'eau, ce n'est pas de l'improvisation. Ça suit un cycle assez rigoureux. Tout commence sur le terrain avec des prélèvements, des échantillons d'eau. Ensuite, direction le laboratoire pour les analyser. À partir de ces données, on peut fixer des règles, des seuils à ne pas dépasser, et si jamais ces limites sont franchies, on déclenche des actions correctives. C'est une sorte de boucle d'amélioration constante. Et ces actions, elles sont très variées. Il faut d'ailleurs souvent les combiner pour qu'elles soient efficaces. Ça passe par des améliorations technologiques, comme mieux traiter nos eaux usées ou réduire les rejets industriels. Ça passe aussi par des changements de pratiques, notamment dans l'agriculture. Et puis, il faut protéger nos alliés naturels, comme les zones humides qui agissent comme de véritables filtres. Et bien sûr, tout ça doit être encadré par une législation environnementale solide. Finalement, tout cela nous amène à une idée qui résume parfaitement l'enjeu. La santé de nos eaux reflète la santé de notre société. C'est un miroir en quelque sorte. L'état de nos rivières est le reflet direct de nos modes de production, de nos choix de consommation et au bout du compte, de notre respect pour le vivant. Ce qui nous laisse avec une question essentielle. Face à ce système complexe qui mêle les industries, l'agriculture, nos propres habitudes, quelle est notre part de responsabilité à la fois individuelle et collective? La question reste ouverte. Et elle nous concerne absolument tous. Merci de votre attention.